Là encore, force est de conclure que comme décrit al-Khattabi, est dans la droite ligne de beaucoup de leaders de l'émancipation nationale en Afrique, d'un Lumumba à Nkrumah, etc. En même temps qu'il fallait se battre contre le colonisateur, il fallait bâtir la nation. Et c'est d'ailleurs une des difficultés qu'ont connues les luttes de libération nationale. C'est qu'il n'y avait pas qu'une tâche. Il ne s'agissait pas simplement de résister militairement. Il fallait aussi, pour maintenir la victoire, en cas de victoire, eh bien, construire la nation et sortir de l'éparpillement qui était celui du passé. Sur le plan identitaire, Abdelkrim el-Khattabi, et c'est une autre spécificité d'une grande actualité aujourd'hui, se revendique son amazirité. Il revendique son islam. Il revendique son appartenance à l'ère arabe et il ne le présente pas comme contradictoire. Il jette ainsi les fondements d'une conception politique et plurielle de la nation. Pour lui, arabité, amazirité, islamité ne sont pas des réalités contradictoires. Ce qu'il refuse, c'est la domination sur une de ces identités. C'est une affirmation forte de la mazirité et c'est une des dimensions essentielles pour le XXIe siècle. Si j'ai été intéressé par Abdelkrim el-Khattabi, c'est pour sa modernité pour aujourd'hui. Vous savez, la colonisation, ça n'a pas été seulement d'envoyer des armées, ça a été d'envoyer des modèles et de les faire intérioriser dans nos têtes, dans nos esprits, dans nos modes de fonctionnement. Un de ces modèles, qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes en France, c'est le modèle de l'État-nation. Le modèle de l'État-nation français, c'était quoi? C'est la confusion entre unité politique et unicité culturelle. C'est l'idée qu'appartenir à une même nation, c'est avoir une seule culture commune. Du coup, on a demandé aux Bretons, si vous voulez être français, il ne faut plus être breton. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans beaucoup de discours, on entend, si vous voulez être français, il ne faut plus être musulman, quasiment, hein, c'est sous-entendu, mais comme s'il y avait contradiction à avoir une pluriappartenance. Abdelkrim el-Khattabi lui pose une autre conception de la nation, une nation qui soit plurielle, une nation qui assume toutes ses identités, une nation où il n'y a pas une identité qui en opprime une autre ou qui s'impose aux autres. Malheureusement, la décolonisation, elle a parfois, elle a même souvent, été menée de manière inaboutie, elle n'a pas été jusqu'au bout, et ce modèle de l'État-nation, ben, il a pu subsister. Je vais parler moi de mon pays, je ne vais pas parler du Maroc, je vais parler de l'Algérie, on a 2 langues. Pas 50, hein, parce qu'il y a des pays qui en ont 50. 2 langues, l'arabe et l'amazigh. Et bon, on a estimé qu'on avait une de trop. C'est-à-dire qu'on a été plus colonialiste que les colonialistes. Même pour 2, on a dit la mazirité, c'est en trop. Et donc, c'est dire qu'on a reproduit le modèle de l'État-nation unicitaire, le modèle de l'État... Et je pense qu'il faut décoloniser jusqu'au bout. Et je pense que même la société française a intérêt à se reposer la question de ce que c'est qu'une nation. Parce que tous les débats qu'on a eus sur l'identité nationale avec Sarkozy, tous les débats qu'on a sur l'intégration, est-ce qu'ils sont bien intégrés, pas bien intégrés, etc., c'est en réalité cette idée que devenir français, c'est ne plus être marocain. Devenir français, c'est ne plus être algérien. Devenir français, c'est ne plus être breton. En réalité, l'être humain, et de plus en plus, sera français et marocain, français et amazigh, français et breton, etc. Et il faut casser cette idée d'une unicité de l'identité. Eh bien, el-Khattabi est un précurseur dans ce domaine-là. Autre rapport d'Abdelkrim el-Khattabi, qui est celui qui est le plus connu, mais plus connu, ça ne veut pas dire connu, parce que malheureusement, Abdelkrim est méconnu, c'est que c'est le théoricien et le praticien de la guérilla populaire. C'est un des faits essentiels de l'épopée d'Abdelkrim el-Khattabi, c'est la manière dont il va résister quand même à 2 grands pays colonialistes. Et en même temps, face à l'avancée des troupes espagnoles, Abdelkrim el-Khattabi va développer pour la première fois sur une grande échelle la guérilla populaire. Qu'est-ce que c'est que la guérilla populaire? C'est l'idée de refuser les affrontements de front, c'est-à-dire les affrontements face à face, puisqu'il y a inégalité des forces et inégalité des armements, et que par contre, il faut développer des petites troupes de combattants qui se déplacent rapidement d'un lieu à un autre et qui vont mener, exactement comme vont faire les résistants ici en France contre les Allemands, des actes de sabotage, refuser l'affrontement direct pour mener des embuscades, et surtout, ça n'est possible que si les combattants peuvent se cacher, s'ils ont une légitimité populaire
s'ils sont accueillis par la population. Et donc l'idée qu'ils doivent être enracinés dans la population, comme un poisson dans l'eau, dira plus tard Mao. Et c'est Abdelkrim al-Khattabi qui le met pour la première fois en œuvre sur une très grande échelle. Souvent ici, on aime, je le disais tout à l'heure, et pour ceux que ça intéresse, je pourrais leur envoyer. Souvent ici, on nous montre des photos, de très belles photos, où on voit, par exemple, des femmes participer à des luttes de libération, à des mouvements de guérilla, etc. Un des premiers moments, pour vous montrer l'ancrage populaire d'Abdelkrim al-Khattabi, un des premiers moments où on a eu la mobilisation des femmes de manière massive sur le plan militaire, c'est dans la mobilisation contre les colonisateurs espagnols et français à l'époque d'Abdelkrim al-Khattabi. Il y a une série de très belles photos où on voit des femmes de tout âge en robe berbère défiler avec des fusils parce qu'ils apprenaient à tirer, parce que l'idée c'était la mobilisation totale. Pour pouvoir vaincre le colonisateur avec cette supériorité d'armement, il fallait qu'enfants, adultes, femmes, personnes âgées, chacun était mobilisé pour une tâche pour participer à la résistance. Et tout cela permettait à ces groupes de combattants d'être armés, puisqu'on produisait des armes, d'être nourris, de pouvoir fuir, de pouvoir être cachés. Et cela, eh bien, ça va beaucoup affaiblir, enfin, en tout cas, ça va expliquer les victoires que va avoir Abdelkrim al-Khattabi. Je le disais tout à l'heure, Mao, Giap, Ho Chi Minh reconnaissent cette dette en désignant Abdelkrim al-Khattabi comme le précurseur de cette guerre populaire. Je ne vais pas vous faire beaucoup de citations, je voudrais juste vous citer ce que disait Mao en 1971 à des délégués du Fatah palestinien. Donc voilà des résistants palestiniens qui vont voir Mao Tse-tung pour discuter de la lutte du peuple palestinien et pour lui demander des conseils, en disant nous on a affaire à Israël, on essaye de mener la guérilla, quels conseils vous pouvez nous donner? Vous qui avez mené une grande révolution, qu'est-ce que vous... Donc, monsieur Mao, quel conseil pouvez-vous nous donner? Voilà ce que dit Mao Tse-tung aux militants palestiniens. Vous êtes venus pour que je vous parle de la guerre populaire de libération. Alors que dans votre histoire récente, il y a un Abdelkrim qui est l'une des principales sources desquelles j'ai appris ce qu'est la guerre populaire de libération. Je n'ai rien inventé, j'ai tout appris d'Abdelkrim al-Khattabi. Étudiez Abdelkrim. Voilà la situation, c'est que effectivement, des gens comme Mao connaissaient Abdelkrim, d'autres ne le connaissaient pas. Le Tché, pour sa part, va rencontrer Abdelkrim en 1959 au Caire. Et les témoins racontent, alors, on est en 1959, on est 10 ans après, on est en plein projet du Tché et d'aller en Afrique et de faire la révolution dans d'autres pays d'Amérique latine. Et on a les témoignages de ceux qui ont participé à cette rencontre, dans lequel le Tché dit lui-même, je n'ai pas arrêté de prendre des notes parce que j'avais affaire là à un scientifique de la guérilla populaire. Alors qu'est-ce que c'était que cette guérilla populaire? Eh bien, tous les secteurs de la population vont être organisés. Tout le peuple rifin est mobilisé. Fabrication artisanale d'armes par les personnes âgées, les enfants, les femmes. Ravitaillement des combattants par les paysans rifins. Entraînement des hommes, mais aussi des femmes pour résister à l'armée coloniale. Organisation des caches pour les hommes et pour les armes. Pièges pour les soldats ennemis. Surveillance populaire de l'ennemi. Les combattants rifins étaient prévenus dès que les Espagnols commençaient à bouger. Et avant même qu'ils se soient dirigés vers l'endroit où il y avait où un affrontement était prévu, eh bien, ils étaient déjà au courant et pouvaient fuir. Bref, on avait la mobilisation de l'ensemble du peuple rifin. Cette construction de la résistance dans et par la population explique bien ce qui restera comme une des plus grandes victoires de l'histoire des peuples, la victoire d'Anoual en 1921. Les résistants rifins vont anéantir une armée espagnole qui compte plus de 17 000, avec plus de 17 000 morts parmi les colonialistes. La guerre va devenir alors totale et Abdelkrim, pourtant, malgré cette guerre totale, quand je dis guerre totale, c'est que les Espagnols puis les Français vont décider de la violence la plus forte pour casser la résistance rifaine, eh bien, on va avoir à ce moment-là un appel d'Abdelkrim al-Khattabi qui montre son humanisme, qui montre son ancrage dans la conviction humaniste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les agresseurs et les peuples. En 1922, Abdelkrim al-Khattabi rappelle que l'ennemi, ce ne sont pas les Espagnols, que l'ennemi, c'est l'armée espagnole,
que l'ennemi, ce ne sont pas les Espagnols, que l'ennemi, c'est le gouvernement espagnol, que l'ennemi, ce ne sont pas les Espagnols, mais les colonisateurs espagnols. Voilà ce qu'il dit. Le RIF ne combat pas les Espagnols et ne ressent pas de haine envers le peuple espagnol. Le RIF combat cet impérialisme envahisseur qui veut lui ôter sa liberté à force de sacrifices moraux et matériels du noble peuple espagnol. Les RIFins luttent contre l'espagnol armé qui prétend lui enlever ses droits. Et cependant, il garde ses portes ouvertes pour recevoir l'espagnol sans armes en tant que technicien, commerçant, industriel, agriculteur et ouvrier. On est en pleine guerre dans laquelle bientôt le gaz moutarde va être utilisé pour détruire la résistance et on a cette pétition de foi humaniste. Quand on nous parle de civilisation, on pourrait regarder parfois de quel côté elle était. La défaite est telle que l'armée française est contrainte de déclarer son tour la guerre à Abdelkrim. Espagnols et Français vont utiliser à ce moment-là toutes les armes possibles et imaginables, y compris les armes chimiques. C'est sans doute une des premières fois où, à grande échelle, on utilise des armes chimiques, et en particulier le fameux gaz moutarde qu'on découvrira en 14-18 ici en Europe, mais qui est utilisé dans le RIF, et dont là il y a un vrai combat, il y a une vraie mobilisation, et des associations dans le RIF aujourd'hui se mobilisent pour cela, où on n'a pas encore fini de tirer le bilan, avec des dégâts jusqu'à aujourd'hui, et avec des séquelles jusqu'à aujourd'hui sur les descendants de ceux qui ont été gazés. Encore aujourd'hui, des combats sont menés pour la reconnaissance de ce crime contre l'humanité. Et comme nous sommes en France et que la France est partie prenante de cela, ça fait partie du combat démocratique que de nous mobiliser ici pour que ce crime que la France a commis, utiliser du gaz moutarde contre une population, soit reconnu. Là, c'est un autre combat qu'il faut mener, qui s'inscrit dans tout le combat pour la reconnaissance des dégâts de la colonisation. Fin 1925, la France et l'Espagne vont créer une force commune. Vous savez de combien de soldats? 1,5 million de soldats pour s'opposer à une guerre populaire. C'est dire la peur qu'ont eu ces deux colonisateurs réunis face à cette résistance. Il fallait la noyer dans le sang à tout prix. Cette force était appuyée par des chars, alors que nous avions des combattants qui avaient juste des fusils ou qui mettaient des bombes, et des avions pour venir à bout de cette résistance. C'était la première grande défaite à Douala d'une armée impérialiste après les résistances à la conquête. Vous savez, après la conquête coloniale, tout le 19e siècle et le début du 20e siècle, qu'est-ce qui s'est passé dans les différents pays colonisés? Algérie, Maroc, Tunisie, Congo, etc. La première forme de résistance, je le disais tout à l'heure, ça a été les révoltes tribales. Les paysans des différentes tribus se révoltent. Et il n'y a jamais eu acceptation de la colonisation. Quasiment tous les 10 ans, vous aviez une grande révolte qui était massacrée, et le massacre amenait un moment, entre guillemets, de paix, et puis dès qu'il y avait à un autre endroit, eh bien, il y avait d'autres tribus qui se révoltaient, etc. Ça va durer jusqu'à la fin du 19e. Le 20e, passage à des formes de lutte contemporaines, des formes de lutte modernes. Ça ne va plus être des révoltes simplement, mais des organisations comme celle d'Abdelkrim el-Khattabi. Eh bien, après ces révoltes paysannes du 19e siècle, c'est la première fois qu'une grande puissance colonialiste est battue militairement. Pourquoi je le dis? Bien parce que vous imaginez l'impact international. Pourquoi les grands leaders de la libération nationale ailleurs connaissent Abdelkrim el-Khattabi? C'est que ça a marqué toute une génération. Tous les militants anticoloniaux de l'époque connaissent Abdelkrim el-Khattabi. La victoire des Moudjahidines rifins venait mettre fin à quoi? Ben, ça mettait fin à un mythe qui avait été travaillé dès l'époque de l'esclavage pour l'Afrique subsaharienne, puis après pour le Maghreb, l'idée d'une invincibilité des armées occidentales. C'est ça que brise la victoire d'Adoual. Et elle va donc susciter un espoir immense dans tous les pays colonisés, avec cette idée que, mais si les Marocains l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Et effectivement, lisez les textes de l'époque, et vous verrez en quoi, sans cesse, c'est Abdelkrim qui est pris en exemple, c'est les Rifins qui sont pris en exemple comme symbole de ce qui est souhaitable pour se libérer du colonisateur. Bien entendu, cela va avoir des effets
très concrets. D'abord, des effets sur le Maghreb. Très tôt, les premiers soutiens que vont obtenir les peuples rifins au niveau international, ça va être qui? Ça va être les représentants en France des différents peuples colonisés. Ils ne se trompent pas. À Paris, bouillonnent un certain nombre de jeunes militants. Ils ont 20 ans, ils ont 18 ans, ils ont 22 ans. Qui sont-ils? Citons-en quelques-uns. Mais Salih el-Hajj, Ho Chi Minh, ils sont tous à Paris. Hajj Ali Abdelkader, ils sont tous à Paris. Et ils entendent la révolte du Rif. Et ils entendent le massacre qu'ont fait des Rifins. Eh bien, il va y avoir toute une campagne qui va être menée ici. Très franchement, quand on regarde certaines guerres aujourd'hui, on se dit, quand est-ce qu'on sera à la hauteur de faire la même chose pour les guerres d'aujourd'hui? Dans lequel, quasiment tous les jours, il y a des mobilisations pour que l'armée française quitte le Rif, en soutien à la révolte du peuple rifin. Des campagnes sont lancées. Ils ont le soutien à l'époque du PCF, qui avait, à cette époque-là, encore une ligne anticoloniale. Voilà ce que, par exemple, ce qui est envoyé par un télégramme, par le groupe parlementaire. Ça, on a l'impression de vivre sur une autre planète. Je n'imagine pas aujourd'hui un groupe parlementaire écrire ça. Donc c'est le groupe parlementaire du PCF qui envoie le télégramme suivant. Groupe parlementaire, comité directeur du PCF, comité national des jeunesses communistes, salue la brillante victoire du peuple marocain sur les impérialistes espagnols. Il félicite son vaillant chef Abdelkrim. Espère qu'après la victoire définitive sur l'impérialisme espagnol, il continuera avec le prolétariat français et européen la lutte contre tous les impérialismes, français y compris, jusqu'à la libération complète du sol marocain. Vive l'indépendance du Maroc, vive la lutte internationale des peuples colonisés du prolétariat mondial. Autrement dit, le modèle qu'était cette révolte et le courage des combattants rifins ont suscité la solidarité de tous ceux qui étaient colonisés, de tous ceux qui n'étaient pas colonisés, mais qui étaient pour les indépendances nationales. Ces campagnes de solidarité ne cesseront pas, et ce jusqu'à la reddition d'Abdelkrim en 1926. L'action commune constituera le vivier de la naissance de beaucoup de mouvements indépendantistes. C'est en se battant pour l'indépendance, enfin pour le soutien à Abdelkrim el-Khattabi, qu'on va voir naître ici des organisations pour l'indépendance de l'Algérie avec l'étoile d'or africaine, enfin de l'ensemble du Maghreb, mais également les mouvements indépendantistes, indépendantistes vietnamiens, etc. Au moment de sa reddition, pour que son peuple ne soit pas massacré, au moment de sa reddition, Abdelkrim el-Khattabi va résumer son bilan de la manière suivante. S'il y avait eu en Algérie et en Tunisie, en même temps qu'au Rif, une résistance équivalente, l'histoire se serait écrite autrement. Autrement, ce qu'il dit là, c'est que la victoire des colonialistes n'est qu'une victoire provisoire. Il annonce déjà, nous sommes qu'au début du siècle, il annonce déjà les grandes révoltes anticoloniales des années 50 et 60. En gros, ce qu'il dit, c'est que s'il y a solidarité, nous pouvons vaincre toutes les armées coloniales. Si nous sommes éparpillés, nous n'y arriverons pas. Mais l'impact d'Abdelkrim el-Khattabi ne s'arrête pas au Maroc. Au niveau du Maghreb, il va avoir également un impact extrêmement important. Alors pour bien comprendre cela, il faut voir ce qu'il est devenu après sa reddition. Après sa reddition, il est contraint à un très long exil, tellement on l'estime dangereux. On ne peut pas le tuer parce qu'il est devenu un symbole, et si on le tue, on a peur des conséquences, donc on va l'exiler. Et on va l'exiler sous haute surveillance, à l'île de la Réunion, le plus loin possible. Et il sera surveillé en permanence, dans la crainte qu'il s'échappe, parce qu'il est devenu un symbole international. L'aura qu'il a acquis est désormais devenu le symbole, malgré les 20 ans d'exil qu'il va vivre, quand il réussira à s'échapper, il est de nouveau immédiatement sollicité pour prendre des positions politiques, pour se réengager. L'exil, en fait, ne va prendre fin qu'en mai 1947, tout simplement parce qu'il va s'échapper. En fait, il est autorisé à se rendre au Maroc pour inhumer les restes du corps de sa mère dans sa ville natale. Il va profiter de l'escale du bateau à Port Saïd, en Égypte,
pour décider de rester en Égypte. Le roi Farouk va lui donner l'asile politique à ce moment-là. Paris fulmine, ils sont en rage, mais Abdelkrim ne se contente pas de s'échapper individuellement. Au Caire, il va immédiatement se remettre au travail et le Caire qui est à l'époque le lieu de regroupement de tous les nationalistes du Maghreb, les nationalistes des 3 pays trouvent refuge au Caire. Et Abdelkrim va, dès cette époque-là, commencer la formation de cadres militaires, commencer la formation de mouvements politiques pour la libération du Maghreb. Le 9 décembre 1947, il fonde le Comité de libération du Maghreb, qui se donne pour objectif, je cite, l'évacuation des pays par les troupes d'occupation et la réalisation de leur indépendance totale et de leur souveraineté nationale complète. Abdelkrim ne se bat plus simplement pour le Rif, il ne se bat plus simplement pour le Maroc, il se bat désormais pour l'ensemble du Maghreb.